font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Comme chaque jeudi avec Philippe David, on est ravis de vous accueillir dans les vraies voix qui font rouler la France. Et nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Allez, avec 3 sujets ce soir aujourd'hui, mobilité, innovation et ingénierie à la française. Alors que la grève se poursuit à la SNCF, l'entreprise publique multiplie les stratégies pour limiter son impact au moment même où la concurrence italienne s'apprête à faire son entrée sur les rails français. On va en parler avec Arnaud Aimé dans quelques instants, consultant transport et directeur général SIA Partners. À Angers, c'est l'automobile électrique qui sera à l'honneur dimanche en partenariat avec Sud Radio. On aura le plaisir d'avoir avec nous Yann Azran, directeur du Salon national de l'automobile électrique. Et puis au concours Lépine, un inventeur a été primé pour un bouchon de réservoir sécurisé. Un petit objet ingénieux qui peut changer le quotidien des usagers et renforcer la sécurité dans les stations. L'inventeur sera avec nous aussi, Tariq Barissoul, inventeur de Mile Security. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est d'abord un coup de gueule au 0826 300 300 avec Luc. Bonsoir Luc. Bonsoir Luc. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Vous êtes dépanneur et il vous arrive une chose absolument incroyable. Exactement, on est en plein dedans. Il nous arrive que nous, les dépanneurs, on a, comme vous le savez, des heures un petit peu spécifiques, des temps de travail un petit peu spécifiques, puisqu'on doit intervenir 24 heures sur 24. Et 7 jours sur 7, dimanche et jour férié d'ailleurs. Hein. Dimanche, jour férié, quand il pleut, quand il neige, etc. Et on a des salariés qui justement travaillent chez nous et qui sont d'accord pour faire des heures et pour gagner de l'argent en concurrence de ces heures. Et en ce moment, on a l'inspection du travail, beaucoup de sociétés de dépannage ont l'inspection du travail sur le dos. Et cette inspection du travail n'est pas du tout conciliante, ne regarde pas du tout les problématiques de nos métiers, les interventions qu'on a, etc. Et voilà, on a beaucoup de sociétés qui sont en risque de déposer le bilan au vu des amendes que nous sommes susceptibles de recevoir. Moi, je viens de recevoir un courrier là cet après-midi. Je suis menacé de 160 à 180 000 euros d'amende parce que j'ai fait travailler mes chauffeurs de nuit et j'ai fait travailler mes chauffeurs des fois 2 jours de suite. Enfin, on s'arrange toujours pour qu'ils aient leur repos, bien sûr, mais des fois les repos sont coupés, etc. Enfin bon, c'est hyper compliqué. On a des gestions d'heures qui sont hyper compliquées puisque quand on fait une intervention de dépannage, on ne sait pas quand est-ce que ça va commencer, quand est-ce qu'on va être appelé, quand est-ce que ça va se finir, la spécificité de ce métier. Enfin, excusez-moi Luc, mais c'est comme si on disait, vous avez des astreintes vous, parce que vous rendez vraiment un service au public, pas un service public, mais un service au public. C'est comme si on disait à un chirurgien qui est d'astreinte, vous avez travaillé trop longtemps parce que vous bossiez ce week-end-là. Oui, mais s'il y a eu un accident et qu'il y a 5 personnes avec beaucoup de blessés et qu'il y a 5 personnes à opérer, on va quand même pas l'inspection du travail attaquer l'hôpital. On est chez les dingues. Tout à fait, c'était exactement l'exemple que je voulais prendre. Où les grands esprits se rencontrent. Exagérons rien. C'est aberrant, là, je vois, dans le courrier qu'elle me met, l'inspectrice du travail, elle me met que voilà, qu'on dépanne des voitures en panne et que la plupart des temps, les voitures en panne sont devant chez le client. Ce qui est totalement faux et aberrant. Les voitures en panne, ils tombent pas devant chez le client et bien garé. Quoi. Il y a un accident, il est sur le milieu de la route, il est pas. Luc, il n'y a aucune dérogation possible ? Pour l'instant, on sait avec pas. Du témoignage, avec. C'est compliqué. Là, je fais partie d'une chambre syndicale aussi, et on est en train d'essayer de travailler. On voudrait bien rencontrer le ministre du Travail pour qu'il soit au moins, que le code du travail soit respecté. Je suis tout à fait d'accord. Mais bon, on a des impératifs de métier, et des impératifs et des contraintes de métier. Moi, si on m'empêche de travailler, je vais faire travailler mes gars de 8h à 12h et de 14h à 18h. Mais les assistances et les services de police, etc., au bout de 8 jours, ils vont me dire, mais monsieur le baron, arrêtez, c'est bon, on vous fout dehors. Il y en a qui travaillent 20 heures sur 24, voilà. Ils sont totalement décalés de la réalité, ces gens-là. Mais de toute façon, c'est impossible, parce que quand vous allez ramasser des voitures sur une scène d'accident, tant que la police, tant que les pompiers ou les ambulanciers n'ont pas évacué les blessés, s'il y a des blessés, que la police n'a pas fait les constats, votre chauffeur, il peut attendre 1 heure, 1h30, 2 heures sur le site en attendant, non ? Exactement. Mais d'après les inspections l'inspection du travail, en fait, il faut faire attendre la police, il faut faire attendre les pompiers, et puis que nous, on attend. Si le gars, il a dépassé un peu ses heures, on n'y va pas, on attend, puisque
Enfin bon, c'est totalement là. Moi, j'ai le courrier sous les yeux, c'est totalement aberrant. Ils ne savent pas du tout de quoi ils parlent, ils ne connaissent pas du tout le métier et la façon dont ça se passe. Et voilà, ils se calent sur un bêtement et sur un code du travail qui existe, qui oui, non mais on comprend, mais après il y a toujours des spécificités. Est-ce que vous êtes le seul à vivre cette situation? Non. Donc j'imagine. Non, j'ai plein de collègues qui sont. Donc un collectif peut se mettre en place quand même. C'est ce qu'on va essayer de faire. Alors c'est ce que je disais l'autre jour. On peut peut-être essayer. Est-ce qu'on va pas bloquer un jour? Est-ce qu'on va pas faire une grève un jour et bloquer? Mais bloquer, on est un service public et bloquer. Si on bloque, vous vous rendez compte les voitures qui vont rester sur le bord de la route, le danger que ça représente. Oui. Enfin, là, je vois hier, il y a encore eu un accident. Il y a un patrouilleur autoroute qui s'est fait shooter sur le bord de l'autoroute parce qu'il était en train de travailler. Mais un coup c'est un patrouilleur, un coup c'est un dépanneur. Non, mais ils se rendent pas compte de ce qu'on fait et du service qu'on rend au public. Et voilà, c'est totalement. Ces gens-là sont totalement décalés de la réalité. Le Premier ministre nous dit que les Français ne travaillent pas assez. Nous, on a des chauffeurs qui veulent travailler, qui veulent gagner de l'argent et on les empêche de travailler. Oui, parce qu'en plus, eux se plaignent pas du tout en fait du nombre d'heures, j'imagine. Mais non, en fait, bon, voilà, on s'arrange pour qu'ils aient leur repos, etc. Bon, ça dépasse, c'est sûr que des fois ça dépasse. Et puis ces gens-là, c'est des jeunes. Moi, j'ai des jeunes qui travaillent et c'est des gens qui veulent gagner de l'argent. En fait, ils travaillent pour gagner de l'argent. Alors, reprendre des autres chauffeurs. Et c'est bien, déjà, il faut les trouver, parce que trouver des dépanneurs, c'est pas facile. Oui. Et trouver des dépanneurs qui vont vouloir travailler, c'est bien, mais plus on va mettre de dépanneurs, moins les autres vont travailler, moins ils vont gagner. Et puis si les gars, ils viennent pour travailler, pour gagner 1 800 €, ils vont... ils feront autre chose. Ils feront autre chose. Là, un dépanneur, il va gagner entre 2 500 et 3 000 € mensuels, net. Si vous lui donnez 1 800 balles, il va repartir. Hein. Ah, ça c'est sûr. Luc, on va garder votre numéro parce qu'on va regarder nous de notre côté ce qu'on peut faire et vous nous tenez au courant de la suite. D'accord. Oui, et toutefois, bien entendu, on vous rouvrira nos antennes pour en parler. Merci en tout cas. Vous aurez la place sur le plateau, c'est logique pour un dépanneur. Oui, c'est ça. Merci à vous deux, merci, c'est gentil. Ouais, Philippe, voilà. On va venir sur le plateau. Voilà, c'est ça. C'est exactement sur le plateau. Si vous pouvez, comme vous êtes un dépanneur, m'en débarrasser, ça m'arrangerait. Et vous le mettez à la casse, Philippe David. Même pas à la fourrière. Ah non, à la casse direct. On va le mettre en fourrière. C'est ça. Et j'oublierai d'aller le chercher. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup et bon courage. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On revient sur la SNCF et pour le coup la grève à la SNCF. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et avec Philippe David, on est ensemble jusqu'à 20h. On vous parle automobile tous les jeudis entre 19h et 20h. Et on va revenir sur l'impact de la grève à la SNCF à l'approche de la concurrence italienne. On va en parler avec Arnaud Aimé qui est avec nous, consultant transport et directeur général de SIA Partner. Bonjour. Bonsoir plutôt. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une grève, je pense toujours à SNCF et à ce qui se passe bien entendu à l'extérieur de nos frontières. Quand on regarde un peu ce qui se passe chez les Italiens et ce qui se passe en France, peut-être que c'est un modèle à imaginer, peut-être qu'il y a des choses à prendre chez les autres qui pourraient, en tout cas, permettre à la SNCF de vivre des vies parfois beaucoup plus faciles. Qu'en pensez-vous ? Après Deutsche Qualität, Qualità Italiana, pour résumer Cécile. Oui, je pense qu'il y a plusieurs faits sur lesquels on peut s'inspirer de l'Italie en matière de ferroviaire. Je pense, Cécile, que vous faites allusion au droit de grève qui est constitutionnel. Absolument. En Italie comme en France, mais qui, en Italie, est davantage encadré, s'agissant alors pas que des transports, mais d'un certain nombre de services publics, disons, et qui permet pas de faire la grève les jours de grand départ, les jours de vacances scolaires, les jours fériés. Alors après, on n'est pas obligé de tout prendre, mais peut-être qu'effectivement, on peut réfléchir à des choses. En attendant, la grève du week-end dernier, massivement suivie par les contrôleurs sur le pont du 8 mai, et là, finalement, la SNCF s'est organisée, ce qui est un fait assez rare, pour minimiser les dégâts. Non, c'est pas vrai, c'est pas un fait rare. C'est un fait en tout cas, c'est comme ça qu'on le ressent. Allez-y. Bah oui, mais vous ressentez pas toutes les fois où il y a des mouvements sociaux, où il n'y a pas d'impact pour les voyageurs.
Là, il se trouve que Sudrail a fait un ramdam pour maximiser l'impact, pour mettre la pression sur la direction de la SNCF, sur les élus, sur le gouvernement. Et au final, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais il y a toutes les fois où il y a des mouvements sociaux localement, notamment, et où ça n'a pas d'impact sur la circulation. Mais bon, vous ne savez pas ce qui n'arrive pas pour les voyageurs, effectivement. Et effectivement, quand on parle de grève, alors là, entre le 9 et le 11 mai, c'était celle de chef de bord TGV, ce qu'on appelait avant les contrôleurs. Ils font beaucoup plus de choses que le contrôle des titres de transport. Ils font aussi l'accompagnement des clients, par exemple, et des tâches de sécurité également. Eh bien, ces agents de contrôle et du service commercial, quand il y a une grève, quand il y a moins de monde disponible, la SNCF elle peut faire deux choses pour limiter la casse pour les voyageurs. La première, c'est embarquer moins de chefs de bord à bord du train. Depuis quelque temps, la SNCF s'est engagée auprès des syndicats parce que sur tout TGV, il y ait au moins 2 chefs de bord. Bon, quand il y a moins de chefs de bord disponibles, elle peut se permettre de passer à un seul chef de bord dans le TGV. Dont les compétences, c'est quoi dans un train ? Un chef de bord. Alors, ces gens-là, on les appelle aussi agents du service commercial de train. Donc, le côté service commercial, il est important. C'est-à-dire qu'il va s'agir, typiquement, quand vous rentrez à bord du train, mais qu'il y a plus que vous avez fait un changement de train, enfin bref, qu'il y a plus de place à bord ou qu'il y a un problème de confort, vous vous adressez aussi au chef de bord en disant, par rapport à mes contraintes, j'aimerais bien pouvoir me mettre ailleurs. Le chef de bord, vous savez, il fait le tour du train. Absolument. Et il voit quelles sont les places disponibles. Et s'il voit qu'il y a des places disponibles à tel ou tel endroit, eh bien, il va replacer les gens, par exemple. D'accord. C'est lui qui donne l'information voyageur aussi, notamment en cas de correspondance à l'arrivée. C'est lui qui va pouvoir conseiller le voyageur en disant, là, le train que vous prendrez ensuite, il sera à l'heure, il faudra vous rendre dans telle voie, par exemple. D'accord, c'est le relais entre la SNCF et les usagers, c'est ça. Alors par contre, la SNCF, en revanche, la SNCF a bien limité l'impact, parce qu'il y avait beaucoup de grévistes, mais les chefs de bord, ont été remplacés. Comment est-ce qu'ils ont fait ? Alors déjà, il n'y avait pas tant de grévistes que ça non plus. Je rappelle que la grève des chefs de bord, elle était appelée par Sudrail, qui est un des 4 syndicats représentatifs de la SNCF. Et les autres, ils n'ont pas suivi, notamment parce que Sudrail est un des plus virulents. Voire le plus virulent, c'est pas leur faire injure que de dire ça. Non, au contraire, je pense qu'ils en seraient fiers. Mais par contre, c'est pas le plus représentatif. Par contre, faut peut-être le souligner. Et cette grève d'un certain nombre de chefs de bord TGV, elle passait pas très bien au sein de la SNCF non plus. Même dans les autres personnels d'exécution, certains trouvent que les chefs de bord sont déjà assez bien servis et que c'est pas légitime cette grève en plus. Donc, pour répondre, Philippe, à votre question, il se passe 2 choses. D'une part, c'est ce que je disais tout à l'heure, la SNCF, elle peut assurer le même service avec moins de contrôleurs. Parce qu'il suffit d'un seul contrôleur par train, même si on a l'habitude maintenant d'en mettre 2. C'était l'engagement de la SNCF vis-à-vis des syndicats qu'elle a prise. Et la deuxième possibilité, on en a beaucoup parlé, c'est en fait la mobilisation de cadres de la SNCF qui ne sont pas des chefs de bord au quotidien, mais qui sont des réservistes, des volontaires de l'accompagnement occasionnel. Ce sont des réservistes, en fait, quelque part, non alors, je connais mal le monde militaire, donc je ne sais pas ce que veut dire réserviste exactement. Mais Cécile est officier de gendarmerie et de police, donc c'est pour ça que voilà quoi. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui effectivement peut, à un moment donné, se substituer à quelqu'un. C'est-à-dire que en tout cas, c'est pas une réserve, c'est pas des gens qu'on embauche qui sont libres, qui sont qui sont à part, qui sont en remplacement. C'est des gens qui ont un travail à plein temps à la SNCF, qui sont en général des cadres, notamment les chefs de ces chefs de bord, qui sont plutôt dans les bureaux, disons, au quotidien, mais qui sont portés volontaires pour pouvoir remplacer des chefs de bord au besoin. C'est pas forcément pour un mouvement social, ça peut être aussi dans le cadre d'une épidémie, par exemple, où ça crée plus d'absentéisme, il y a besoin de les remplacer. Et donc, ils sont formés pendant, je crois, une dizaine de jours à peu près à ces activités d'accompagnement des clients, les tâches de sécurité notamment, les activités de contrôle de billets si nécessaire aussi. Et au pied levé, ensuite, ils peuvent remplacer des chefs de bord absents. Et c'est ça qui permet de limiter la casse pour les voyageurs. Ce qui a pêché aussi, c'est forcément les primes.
Parce que quand on remplace, forcément, on demande à être payé. Est-ce que Sudrail, en tout cas, aujourd'hui revendique, s'oppose à ces primes et au montant de ces primes? Oui, alors je ne sais pas comment réagir à ce point-là. Enfin, un syndicat qui s'oppose au paiement de primes pour des travailleurs, je ne sais pas trop quoi dire. Ah non, mais moi, je suis d'accord. Non, c'est vrai que c'est original, mais bon. Les bras m'en tombent, j'ai envie de dire. Cela dit, ce qui a pu être reproché, c'est qu'ils ont des primes, les cadres, qui peuvent parfois être supérieures aux primes que touchent des chefs de bord quand ils font l'accompagnement des trains. La différence, c'est que les chefs de bord, ils touchent une prime pour faire l'accompagnement des trains, mais le fait d'accompagner les trains, c'est aussi inclus dans leur salaire fixe. Leur salaire fixe prévoit de pouvoir travailler le soir, le week-end. C'est vrai que la vie de roulant à la SNCF, c'est pas simple, mais c'est ça qui est pris en compte aussi dans le fixe. À l'inverse, pour les cadres, leur fixe, eh bien, il correspond à un travail du lundi à vendredi, hors week-end, hors jour férié. Donc, quand on les mobilise en plus pour des jours fériés, pour des week-ends, pour des soirées, vu que c'est pas des choses prévues dans le salaire, ça doit s'ajouter en plus dans les primes. Bien sûr. Il me semble que tout travail mérite rémunération, même si Sudrail n'est pas d'accord pour ça. Voilà, mais ça crée forcément une dissension entre les deux, parce que eux disent aussi, ça limite forcément l'impact de la grève que nous avons voulu mettre en place. C'est-à-dire que tout ce que nous avons fait sur Facebook, la mobilisation générale, finalement la SNCF a trouvé une alternative pour que les usagers ne soient pas impactés, et eux, ça effectivement, ça a un impact sur sur l'état de la grève. Oui, mais c'est ce qu'on appelle, enfin, je sais pas si on peut parler de démocratie ou de représentativité, mais là, on parle de 2000 ou 3000, j'ai plus le chiffre exact, chefs de bord TGV qui se sont alliés sur Facebook dans ce collectif. En dehors de tout syndicat, même si Sudrail a voulu récupérer la chose ensuite. Je rappelle que la SNCF, c'est 150 000 cheminots. Donc effectivement, peut-être que c'est injuste, mais la SNCF peut s'appuyer sur les 148 000 cheminots non grévistes pour faire rouler ses trains. Alors, c'est peut-être injuste, mais bon... il y a quand même toute cette force active sur laquelle la SNCF s'appuie. Et je rappelle encore une fois qu'on parle de gens qui ne sont pas réquisitionnés. Je parle de volontaires. Oui, c'est ça. Arnaud Aimé, est-ce qu'avec l'arrivée de la concurrence, on pense à Trenitalia qui va maintenant de Paris à Lyon et même de Paris à Lyon, Marseille, etc., ça ne va pas limiter obligatoirement les ambitions des syndicats en termes de grève? Si. Alors encore une fois, on ne faut pas mettre tous les syndicats dans le même sac. Là, on parle d'un syndicat contestataire qui a épousé les demandes tout à fait déraisonnables de ce collectif de contrôleurs. L'ouverture du marché, ça fait effectivement que quand on fait grève, il y a tout de suite plus d'impact pour l'économie de l'entreprise, parce que jusqu'à présent, à la SNCF, quand la SNCF faisait grève, elle gagnait évidemment moins d'argent pendant la grève, voire elle devait dédommager les clients. Mais ensuite, les clients y revenaient parce qu'ils n'avaient pas d'alternative. Oui, bien sûr. Demain, les clients qui auront goûté à du Trenitalia, alors le service est ni meilleur ni plus mauvais, c'est des trains qui roulent. C'est un autre service. Avec des prix assez comparables. Il n'y a pas eu de guerre des prix entre les deux. Mais bon, si on les amène, si les grévistes SNCF les amènent dans les bras de Trenitalia, une fois que ces gens seront allés chez Trenitalia, que Trenitalia les connaîtra, que Trenitalia fera de l'animation marketing aussi autour de ces gens-là, ça va être difficile de revenir moins facilement à la SNCF. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Arnaud Aimé, consultant transport et directeur général de SIA Partners. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On parlera de Station E et puis on ira à Angers. On parlera de l'automobile électrique qui est à l'honneur dimanche puisque c'est un salon en partenariat avec Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Radio, station multiservice. Vous est présenté par les bornes électriques Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions sur station avec un s-e.com.
Et nous sommes en direct avec Stéphane Bernstein, qui est directeur des relations institutionnelles de Station E, pour faire un point. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Bernstein, merci d'être avec nous pour faire un point sur des raisons qui vous conduisent, en tout cas dans les villes, à accueillir finalement les investissements privés. Vous approchez aujourd'hui les 500 stations en France, qui est quand même assez énorme. En 2022, vous en aviez 40, des partenariats privés, publics. Ça fonctionne très bien parce que le modèle finalement est très appétant. Exactement, en fait aujourd'hui on sort quand même déjà une station par jour et on vise les 8 stations. Et donc en fait Alain Roland, qui est le président fondateur de Station E, quand il a créé l'entreprise, il s'est dit qu'est-ce que les gens attendent. Ils veulent se déplacer pas cher, ils veulent aussi surtout pouvoir téléphoner, avoir des casiers connectés, faire plein de services dans la ville. Et en fait, tout simplement, les élus, ils attendent des investissements dans leur territoire parce qu'ils s'occupent justement de l'attractivité du territoire. Et en fait, c'est là où on se rencontre en fait. En fait, ils veulent des investissements et ils veulent surtout, et vous l'avez dit, un moyen pour leurs usagers, en tout cas, d'apporter du service, un service qui ne leur coûte pas d'argent et au contraire qui leur rapporte. Exactement. Et en fait, la semaine prochaine, justement, on va notamment inaugurer une station, plusieurs stations à Saverne. En Alsace, donc. En Alsace, exactement. Saverne, très jolie ville. Ah oui, avec le palais de Rohan. Exactement. C'est là où on aura la chance justement d'y aller. J'ai quelques adresses de restaurants, si vous voulez. Oui, c'est pas le sujet. Si vous ferez votre chronique culinaire à un moment donné. Et donc là-bas, en fait, ce qui se passe, c'est que les élus, en fait, ils nous ont accueillis parce qu'ils se sont dit, tiens, c'est parfait, on va rien investir. Station E va prendre en charge l'intégralité, le déploiement, les travaux et surtout, en fait, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de réseaux qui sont en difficulté financière. Et comme nous, on a un modèle qui est justement multiservice et qui est pérenne et qui est très rentable, on a la possibilité justement de financer et de déployer un peu partout en France. Alors, oui, allez-y. Non, allez-y. Je voulais dire quelques mots sur Robert Laure, le fondateur d'une très belle entreprise alsacienne qui vient de nous quitter, avec qui vous travaillez avec Station E. Exactement. Et puis même, j'ai eu l'occasion de travailler pendant une dizaine d'années avec ses équipes. En fait, Robert Laure, c'est un autodidacte. C'est quelqu'un qui a créé une entreprise il y a plus de 60 ans et aujourd'hui, en fait, tout le monde connaît un certain nombre de ses solutions, notamment les camions porte-voitures. C'est le leader mondial. Quand vous êtes sur l'autoroute, vous croisez souvent ces camions-là. L'or, ça s'écrit L-O-H-R et on le voit sur les remorques. Exactement. Et il a créé aussi des blindés, des solutions de décarbonation pour les transports. Le Translor, c'est un tramway sur pneus. Également les navettes électriques. Sûrement vous avez dû déjà en parler, des navettes électriques même qui sont autonomes, qui permettent de se déplacer un petit peu partout. Et c'est vraiment quelqu'un qui était très humain, très aimé. Et aujourd'hui, justement, il y avait une réunion au sein à Dupingheim, là, sur le site français, puisqu'il y a d'autres sites aussi internationaux, pour justement honorer sa mémoire, parce que c'était vraiment quelqu'un de assez étonnant. Et son dernier bébé, Dreisy Station, est dans un consortium avec la SNCF. Alors Dreisy comme Daisy avec un R après le D. C'est exactement ça. Alors en fait, avec la SNCF, le groupe Laure et c'est soutenu par France 2030, eh bien en fait on va créer un train qui va rouler, mais surtout que c'est un petit train où on va récupérer en fait ce qui existe déjà, c'est-à-dire les anciennes lignes de desserte fine. Il n'y a pas besoin de caténaire et ces trains vont fonctionner avec des batteries, un petit peu comme des voitures. Oui. Et chose assez étonnante, c'est qu'on va pouvoir investir et surtout le coût de fonctionnement, c'est 2 fois moins qu'un train classique. Donc, pour Station E, ce qui est très important, c'est qu'on va déployer des technologies pour recharger les trains, faire du stockage, et ces technologies-là, on pourra les utiliser plus tard aussi pour les voitures, en rechargeant 2 fois plus vite, par exemple, que vient d'annoncer BYD. Merci beaucoup Stéphane Bernstein, directeur des relations institutionnelles de Station E. Sud Radio, station multiservice. Vous a été présenté par les bornes électriques Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions, station avec un s-e.com.
Et direction le salon de l'automobile électrique à Danger qui ouvre ce dimanche, un événement Sud Radio. Et on est ravis d'accueillir Yann Azran que vous connaissez bien sur notre antenne. Bonsoir. Bonsoir. Merci de m'accueillir encore. Oui, mais vous on avez est votre ravis. serviette. Directeur du Salon national de l'automobile électrique. Donc, on part à Angers, mais c'est une seconde édition. Alors, pour Angers, c'est la seconde édition du Salon de l'automobile électrique. Avant ça, le CIEMEL, qui est le syndicat interénergie sur place, s'occupait déjà depuis 9 éditions dans le Salon du véhicule électrique. En France, pour moi, c'était quelque chose qui n'existait pas, je pense, avant eux. Et à Angers, il y a vraiment une envie. Nous, quand on y était, c'était en septembre, en 2024. Là, on n'est qu'en mai, finalement, c'était il y a quelques mois. On a vu vraiment les concessionnaires qui jouent le jeu, beaucoup de marques qui étaient présentes et puis un public qui avait envie de tester, d'essayer de découvrir le véhicule électrique. Donc là, on y va avec grand plaisir. Alors, vous avez recommencé votre Tour de France. Le 27 avril, c'était pas la douceur angevine, c'était plus, on va dire, aller pissaladière et farci pour faire plaisir à Cécile. Et le soleil niçois. Et le soleil niçois. Comment s'est passé? C'était sur le port d'ailleurs pour la première fois. Sublime. Comment s'est passée cette première étape? Alors, vraiment, c'était exceptionnel. On a même eu le droit à quelques orages du port de Nice, mais je pense que c'est la tradition pour bien nous accueillir. Honnêtement, c'était superbe. On avait près d'une vingtaine de marques, on avait une 60aine de véhicules. Les gens sont venus en nombre et il y avait une ambiance. C'était la première fois qu'on le faisait dans le sud-est et c'était la première fois qu'on le faisait donc à Nice. Il y avait une ambiance vraiment hyper positive. Tous les concessionnaires nous ont fait des retours super positifs à la fin de la journée parce qu'ils ont senti que les gens étaient là pour vivre vraiment une expérience pas futuriste, mais en fait qu'ils étaient en train de se projeter pour tout de suite. Et on avait des gens, je vous l'avais dit d'ailleurs dans les inscriptions, mais ça s'est bien vu le jour J, on a eu des gens beaucoup plus âgés que d'habitude. C'est-à-dire qu'habituellement, on a toujours des technophiles de 40, 45 ans. Là, on avait du 50, 60, 70 ans, des gens en fait qui sont monsieur et madame tout le monde, des familles et des personnes plus âgées qui passent à l'électrique parce qu'aujourd'hui, on le voit d'ailleurs dans les chiffres, les gens de manière générale, lorsqu'ils changent de véhicule, se posent réellement la question, tous, est-ce que oui ou non je vais passer à un véhicule électrique, qu'il soit pour ou contre, ils se posent cette question. Et est-ce que ça veut dire que les usages changent aussi chez eux, ou finalement on passe d'une voiture thermique à une voiture électrique comme si de rien n'était? Alors les usages changent, je pense que la fan de course automobile que vous êtes j'ai envie de pleurer. C'est bien parce que quoi qu'il arrive, déjà quand on passe à l'électrique, on va passer de la boîte manuelle à la boîte automatique. Absolument. Et puis ensuite il y a aussi le couple accélération moteur qui change complètement. Il y a une manière de conduire l'électrique d'ailleurs qu'il faut se réapproprier. Là, pour Angers, on va avoir la chance d'avoir la Massif avec nous qui amène un simulateur éco-conduite et conduite électrique. Ça, c'est malin, hyper ça. important. Ouais. Bah ouais, parce que même si on teste en fait en vie réelle, le fait de pouvoir se rendre compte avec un simulateur des impacts quand on va trop appuyer sur l'accélérateur, etc., c'est important. On a aussi Hankook qui vient, vous savez, ils ont un pneu qui s'appelle le Ion pour les véhicules électrifiés parce qu'il y a besoin de beaucoup plus de gomme. En fait, il y a plus de couple. Exactement. Ah oui. Quand il y a plus de couple, il y a plus de freinage aussi, etc. C'est un petit peu plus intense comme conduite, c'est un peu plus sportif. Et donc, on a besoin de plus de gomme. Donc, il y a beaucoup, en fait, autour de simplement la voiture électrique. Il y a, vous voyez, on parlait de Station E tout à l'heure, il y a Fastned nous, qui va aussi nous accompagner sur place, etc. Il y a tout un écosystème qui a changé. Et les gens, finalement, maintenant, je pense, sont beaucoup plus prêts parce que aussi l'écosystème est plus prêt. C'est-à-dire qu'avant, on avait un petit peu peur. L'environnement était compliqué. Exactement, il fallait un petit peu éclairer le chemin. Maintenant, le chemin est bien clair, les gens viennent, ils testent et franchement, on passe des très très bons moments. Est-ce qu'on a, pardon Philippe, est-ce qu'on a des régions ou des villes qui sont plus en avance que d'autres? Est-ce qu'on sent quand même que sur le littoral, ils sont plus propices à la voiture électrique plutôt que forcément dans les campagnes où c'est parfois peut-être un peu plus compliqué? Alors effectivement, c'est vrai que dans les 3 plus grosses villes sur l'électrique, c'est Paris, Lyon, Nice. Donc déjà, effectivement, les zones très urbaines, les gens sont plus prêts à passer à l'électrique. Ils ont eu moins peur avant parce que les autonomies qui étaient à l'époque un petit peu plus petites, un peu plus basses, c'était moins un problème pour un Lyonnais ou un Parisien. Aujourd'hui, ça se généralise parce que aussi il y a une vraie densification du réseau de bornes de recharge. Bien sûr. Il y a une meilleure autonomie des voitures, donc on n'a plus trop de quoi avoir peur. C'est-à-dire quand on a des voitures moyenne gamme qui sont à 500 km, 500 km d'autonomie et qu'on a un réseau de bornes de recharge hyper dense, aussi bien en public qu'en privé,
ça va. Ouais. Alors pour rêver un petit coup, la première Ferrari 100% électrique va arriver en 2026. A priori, elle devrait s'appeler Electrica. Ça vous inspire parce que maintenant vous avez 35 constructeurs qui viennent sur le salon de l'automobile. On en avait parlé, vous avez fait une progression fulgurante. Vous allez inviter Ferrari et puis là, si on peut faire un essai, ce serait bien. Évidemment, vous voyez, mon cher Philippe, notre lobbying a enfin payé depuis des années. On y va, on c'est l'effet Sud Radio. Ferrari, tu les auras jamais. Exactement, c'est l'effet Sud Radio. N'exagérez pas, n'exagérez pas. Merci en tout cas. Et puis, pardon, il y a les prochaines étapes aussi. Ah bah oui. Parce qu'après, c'est Bordeaux le mois prochain. Exactement, Bordeaux et Paris en juin. Alors là, déjà, pour le 18 mai, c'est ce dimanche, c'est à Angers, au château de la Perrière. Donc ça va être très très beau. On est devant le château en exposition et en essai à Avrier. C'est collé à Angers, voilà. D'accord. Et ben voilà, merci beaucoup en tout cas de votre visite, Yann Azran, directeur du Salon national de l'automobile électrique. Et finalement, ça fonctionne. Voilà, évidemment. Avec un peu de. Je me demande si c'est pas grâce à nous, ça. Mais Après, il faut juste avoir la rallonge de la bonne longueur. Voilà. Partenaire qu'on mérite, moi je suis très heureux de vous avoir. Et ben nous, on est très heureux de vous avoir aussi. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, on va vous parler d'un concours Lépine, un inventeur qui a été primé pour un objet assez incroyable. Tariq Rissoul, sera avec nous dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Retour des vraies voix qui font rouler la France et on va prendre la direction de la foire de Paris puisqu'on y était il y a une quinzaine de jours en émission, Cécile de Bénibus. Avec des esprits incroyables qui inventent des choses incroyables. Absolument, avec le fabuleux concours Lépine. On avait derrière une gagnante du concours Lépine dans les vraies voix responsables qui faisait des carnets à dessiner qui étaient absolument géniaux. Et là, ce n'est plus du tout des carnet à dessiner pour faire des dessins animés. Nous sommes en compagnie de Tariq Rissoul, inventeur du Mile ou Mille, je ne sais pas comment on le prononce, Security, qui est un bouchon de réservoir de gasoil révolutionnaire pour les poids lourds. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, comment est venue l'idée de ce bouchon? Le vol de carburant, c'est si courant que ça sur les poids lourds? C'est très courant. Je dirais même c'est un fléau. L'idée, tout simplement, si vous voulez, dans le cadre de mon ancien travail, tout simplement, il y a quelques années, j'ai dû passer le permis poids lourd parce que j'en avais besoin pour conduire les véhicules en interne. Et l'auto-école camion dans laquelle je passais ce permis subissait ce fléau quasi quotidiennement. Donc l'idée est tout simplement venue de là et puis a mûri avec les années. Avec un coût forcément énorme pour les entreprises. Le vol de carburant, c'est fou. Avec un coût effectivement énorme où parfois on dépasse même la barre des 1000-1500 litres sur un même vol. Donc ça peut être énorme. Et la problématique, c'est qu'il n'avait pas trouvé de solution particulière, de système particulier. Il n'y avait rien qui était proposé dans le commerce. Donc l'idée m'a travaillé un petit peu et puis c'est comme ça que ça a vu le jour. Alors, on a regardé la vidéo, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui le caractérise par rapport au bouchon standard de poids lourd? Racontez-nous, parce que les auditeurs n'ont probablement pas vu la vidéo. Et on a beaucoup de routiers qui nous écoutent en plus. Qu'on embrasse d'ailleurs. Qu'on embrasse, oui. Alors, tout simplement, si vous voulez, moi, quand j'ai fait le constat sur le bouchon d'origine, je suis arrivé à plusieurs problématiques. Non seulement les bouchons pour la quasi-totalité, parce qu'il faut savoir qu'on parle de poids lourds, mais c'est aussi le cas sur les engins de chantier, les engins agricoles, les voitures, etc. On est sur des bouchons qui sont en plastique. En plus de ça, on est sur des bouchons qui sont relativement volumineux. Donc ils sont assez gros, ce qui permet la prise en main, ce qui permet de pouvoir passer n'importe quel outil pour pouvoir forcer dessus. Et on est sur des systèmes de verrouillage, quand il y en a, avec des clés relativement standardisées. Et c'est pas très très solide en soi. Donc ce qui le différencie, c'est que du plastique, on passe sur une matière en aluminium. Sur la partie du volume, on passe sur une dimension qui est extra plate et puis on vient à fleur de l'orifice du réservoir, donc on ne dépasse pas. Une fois mis en place et verrouillé, on n'a plus cette possibilité de passer un outil, une clé à sangle pour pouvoir faire levier et forcer dessus. Et la principale caractéristique de celui-ci, elle se situe au niveau du verrou.
Alors, il faut savoir on est parti, donc moi je suis parti sur le même principe que pour les écrans anti-vol des voitures. Donc avec la même idéologie de l'empreinte unique où seul vous êtes détenteur et détentrice de la clé qui va venir ouvrir ce bouchon-là. Ce qui le diffère totalement d'un bouchon standard où les clés sont relativement répandues et où on peut se les procurer assez Ce qui est un problème facilement. si vous voulez parler en même temps, c'est Colin. Oui. Alors, c'est adaptable. Pardon, allez-y. Non, je veux juste revenir sur la genèse de. Est-ce que vous avez aujourd'hui des qualifications de ça? Est-ce que vous avez dessiné ça dans votre chambre en fait? Comment est-ce que c'est votre métier à la base ou pas du tout? Alors pas du tout, moi je suis ingénieur automobile de formation, D'accord. mais rien à voir avec le secteur du poids lourd, etc. Et en fait c'est vraiment cette expérience-là dans cette auto-école qui a fait que j'ai commencé à m'y intéresser et effectivement j'ai dessiné ça sur un canapé au fur et à mesure du temps et ça a donné lieu à ça. Un matin je me suis réveillé, ça a donné lieu à En combien de temps entre le moment où vous le dessinez et le moment où, parce que c'est pareil, après il faut partir en production. Oui. Alors, je commence à le dessiner, donc j'ai l'idée, l'idée arrive en 2019, je commence à le dessiner en 2020, et puis le premier exemplaire sort en 2021. D'accord. Puis s'ensuit le brevet en 2022, et ainsi de suite. Ah oui, il faut du temps quand même. Ah oui, il faut du temps, oui. Ah oui. Alors, une chose, c'est adaptable sur tous les camions, les réservoirs de camions déjà existants. Vous parliez des montants qui sont volés, 1500 litres à 1,50 € le litre, c'est colossal, hein, ça fait 2000 € de perte, hein, grosso modo. Est-ce que le prix en plus est modique? D'après ce que j'ai vu sur la vidéo, ça devrait valoir aux alentours de 80 €, c'est ça? Exactement. On va rester sur les mêmes ordres de prix que le prix du bouchon original. Standard, oui. Le bouchon standard qui se situe. On va prendre une fourchette assez large. On est entre 60 et 130 € pour les marques les plus prestigieuses. Mais oui, on va rester sur les mêmes ordres de prix que les bouchons originaux. Et ce sera effectivement le même système sera adaptable sur du poids lourd, sur de l'engin agricole, de l'engin de chantier, de la voiture, du bateau, de la moto, etc. Ce sera seulement la dimension qui viendra, oui, exactement, qui sera plus grande ou plus petite, oui, mais qui va s'adapter. Exactement, le système de verrouillage sera similaire. Mais est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, on peut imaginer ça en première monte, comme on dit dans le milieu automobile, c'est-à-dire directement que chaque voiture ait une identification de réservoir qui lui soit propre? Eh ben, écoutez, c'est ce que j'espère à terme. En tout cas, auquel cas, vous deviendriez un poids lourd du secteur. Oui. Oui, tout à fait. Mais pourquoi pas? Si on peut en arriver jusque-là, ce serait génial. Il y a encore pas mal de chemin à faire pour en arriver là, mais ce serait génial, effectivement. Là, vous avez une problématique qui se pose, c'est l'usinage, parce que vous cherchez, parce que là, après avoir conçu, posé le brevet, il faut quand même des gens qui aient une usine, des machines-outils qui coûtent très cher. Vous en êtes là en ce moment? Oui, exactement. Si vous voulez, pour tout vous dire, moi, quand je suis allé au concours Lépine, à la base, c'était pour aller rôder un petit peu le sujet, voir l'appel d'air que ça provoquait, et si surtout ça suscitait un intérêt de la part des personnes qui l'utiliseraient au quotidien. Et j'ai été relativement surpris parce que j'ai été pas mal approché par des clients potentiels, des industriels, des distributeurs, etc. Donc, je dois faire cette démarche. J'en suis effectivement là, mais je suis rentré du salon avec pas mal de contacts depuis le concours. Donc, j'en suis à ce niveau-là et en parallèle en train aussi de finaliser le dossier technique par rapport aux normes CE. Ah, fabuleux. Et alors, pardon. Oui, parce que là, il faut passer des étapes aussi pour accompagner le produit. C'est-à-dire qu'en France, on dit qu'il y a beaucoup de normes. Oui, effectivement, il y a beaucoup de normes. Après, il faut passer le produit au laboratoire national d'essai, etc., probablement. Oui. En amont de la commercialisation. Bien sûr. Alors, il y a une chose. Là, il y a eu la visibilité. Racontez-nous, le concours Lépine, comment ça se passe pour être candidat? Il faut une sélection, vous envoyez un dossier. Comment ça fonctionne? Parce qu'on en parle beaucoup. On en parlait hier soir aussi. Comment ça marche? Alors, comment ça marche? Tout simplement, il faut être détenteur d'un brevet, dans tous les cas. Donc, pas d'une enveloppe solo, etc. Il faut vraiment qu'il y ait un brevet qui a été amorcé, qui a été lancé. Et ensuite, vous vous inscrivez sur la plateforme du concours Lépine.
aux dates prévues et vous avez un jury qui derrière se réunit, consulte votre dossier parce que finalement l'inscription au concours Lépine, c'est ni plus ni moins que la transmission de votre brevet et des explications complémentaires. Donc vous avez un jury qui se réunit et sous quelques semaines, on vous fait un retour pour vous dire si oui ou non on vous donne accès au concours. Et en à tout partir cas, de là, on vous laisse la possibilité de savoir est-ce que vous voulez être seulement présentateur de votre invention ou est-ce que c'est une invention qui se commercialise et ainsi de suite. eh bien, merci en tout cas, Et Tariq Merci à vous. Barissoul, Merci d'avoir beaucoup. accepté notre invitation. Vous êtes inventeur. Ça s'appelle Mile Security. Oui, tout à fait. Absolument. Merci et bravo pour cette belle invention. Et on a inventé aussi quelqu'un. On a inventé Lionel Rousseau. Bonsoir. Bonsoir Lionel. Je suis votre chose, Monsieur je suis Rousseau, que même votre beaucoup, machine. oui, c'est- Mais je n'ai pas inventé l'eau chaude. Non. Oh, si. Bon. Enfin, c'est ce qui Plus se que dit ça. dans les Si, couloirs. le Oh, fil non. à couper le beurre, c'est bien Le vous. fil à couper le beurre, c'est moi. Oui. Absolument, c'est déposé. Et la machine à courber les bananes, c'est Oui. bien vous aussi. Alors c'est moi aussi, mais Oui. dans une autre vie. D'accord, c'est ça. Et vous avez inventé aussi le coup franc en pleine lucarne et les 1-2 Et magnifiques. puis surtout, cette émission formidable que le monde médiatique s'arrache, 8 Football Club, chaque jeudi sur Sud Radio à C'est partir sûr. de 20h, avec Karim Zeribi, Jimmy Algerino et Michel Moulin. On va parler de la Ligue 1. C'est la dernière journée du championnat de France ce week-end. On va évoquer aussi cette réforme de la Ligue 1 et du football Ah ouais. français qui est en train de se présager pour la saison prochaine. Et puis on va parler du plus grand tournoi d'entreprise de football du monde qui s'est déroulé le week-end dernier à Marrakech. Ah oui. Ah, ça a l'air sympa ça. Ah, c'est C'est magnifique. c'est passé C'est magnifique. D'accord, c'est passé. J'y étais. Ah oui. À tout à l'heure. À Allez, tout à l'heure. Au revoir, merci. Passez une très belle soirée. En tout cas, on vous laisse avec les garçons et puis on parle football et puis on se retrouve demain à partir de 17h. Belle soirée à tous. Belle soirée à tous. Tout de suite, Sud Radio à votre service. À demain. Sud Radio à votre service.